à tous et merci d'être présents pour ce nouveau débat organisé par la rédaction de la République des Pyrénées dans notre magnifique studio de la rue d'Espourin à Pau. La semaine passée, nous nous étions penchés sur la primaire populaire. Cette semaine, nous allons aborder un sujet qui nourrit bien des débats depuis des lustres, la santé du commerce du centre-ville de Pau. Alors c'est un thème passionnel, c'est d'ailleurs vrai à Pau, mais aussi dans un paquet de villes. C'est pour ça que nous avons voulu proposer ce débat. C'est aussi parce qu'on a de l'actualité. D'abord, on est en pleine période de soldes. Et la semaine passée, il y a eu une communication sur la vacance commerciale en centre-ville de Pau. Des chiffres dont nos deux débatteurs n'ont pas tout à fait la même lecture. Et nous allons donc essayer d'approfondir un peu ce sujet avec eux. Alors pour débattre, nous avons invité Madame Sylvie Giberg, qui est commerçante dans la rue Joffre, mais qui est aussi élue d'opposition et qui est porte-parole du collectif et habitant des commerçants de Pau. Bonjour Madame Giberg. Bonjour. Et face à vous, nous avons Thibault Chenevière, qui est élu de la majorité municipale et qui est adjoint au commerce depuis la dernière élection. Bonjour Monsieur Chenevière. Donc voilà. Avant de parler de vacances commerciales, même si on va en parler pas mal après, nous avons quand même souhaité vous interroger sur un phénomène qui semble préoccuper de plus en plus de commerçants, les manifestations du samedi. Nous-mêmes, on a encore eu ce matin à la rédaction des échos de commerçants qui craignent un peu ces nouveaux défilés. Il y en aura un demain. Madame Gibert, quel est votre avis sur ces manifestations qui semblent gêner de plus en plus de commerçants ? Bien, écoutez, effectivement, ce sont des manifestations récurrentes depuis le mois de juillet. Tous les samedis, systématiquement, nous avons des manifestations au centre-ville. Et effectivement, des manifestations qui perturbent notre activité commerciale. Nous l'avons évoqué régulièrement. Alors, ça perturbe pourquoi ? Parce qu'en fait, le centre-ville est bloqué. Donc, il n'y a pas de périmètre défini. Certaines rues sont bloquées et l'accès au centre-ville est très perturbé. Donc, nous avons des clients qui nous ont dit moi, je ne viens plus le samedi. Et on constate effectivement une importante chute du chiffre d'affaires le samedi, qui se reporte en partie le vendredi un peu, mais on perd quand même du chiffre d'affaires. Et ce qui est inquiétant, c'est en fait qu'il y a un nouveau phénomène de consommation, c'est que les samedis sont boudés. Donc on a des samedis qui ressemblent à peine à des jours de semaine. D'accord. Vous, Monsieur Chenevière, vous avez les mêmes échos de la part de commerçants qui vous interpellent sur ces manifestations du samedi ? Oui, évidemment, c'est un vrai souci pour le centre-ville. Ça entame, ça coupe un peu l'effet du samedi et du week-end. En plus, on est en période de solde, donc c'est un vrai souci. Que ce soit pour l'hypercentre, que ce soit pour les halles, ça a des effets sur la consommation. Oui, bien sûr. Alors justement, vous parlez des halles. La semaine dernière, ils ont envahi les halles. Ils ont gêné pas mal l'activité. Est-ce que la mairie peut pas, justement, si jamais le phénomène devait se répéter, c'est d'anticiper un peu et mobiliser la police municipale qui, en plus, est à côté des halles. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça, quoi ? Alors, les cortèges, alors qu'ils ne sont pas déclarés en préfecture, sont encadrés comme il se peut par la police nationale notamment. Et on est en discussion avec la préfecture, mais c'est vrai que sur cette question-là, c'est la responsabilité de la préfecture en sachant la complexité du fait que ces manifestants ne déclarent pas. Oui. Et donc c'est très difficile de pouvoir savoir à quel endroit ils vont passer précisément. D'accord. Très bien, donc on voulait introduire un peu le débat, parler de ça, puisque demain on aura, demain et peut-être les samedis suivants, à nouveau des manifestations, donc c'était intéressant d'avoir votre regard un peu sur ce phénomène. Si je peux dire un mot quand même, peut-être que Allez-y. Les téléspectateurs, certains m'entendront, mais j'appelle aussi à la responsabilité des manifestants, parce que l'effet est très fort sur des commerces et des commerçants qui sortent d'une période très difficile et dont les fins de mois sont compliquées. Donc je trouve que c'est assez dramatique d'opposer les uns et les autres comme ça et de vraiment toucher au pouvoir d'achat de gens. Les commerçants, ce n'est pas des gens qui gagnent non plus des fortunes et ça a un effet néfaste et durable et qui peut avoir des effets économiques très, très sérieux. Bon, on verra si vous en avez entendu alors. Alors si je peux rajouter peut-être une indication, c'est que je suis personnellement en contact avec certains organisateurs de ces manifestations.
On a quand même une chance à Pau par rapport à ces manifestations, c'est qu'elles se déroulent le matin. Et ça, c'est un accord qu'on a pu avoir, parce que dans la plupart des villes, elles se passent l'après-midi. Et c'est vrai que c'est encore plus pénalisant. Donc, j'ai essayé, à titre personnel, d'avoir un dialogue avec eux pour faire en sorte que leur faire prendre conscience de l'impact au niveau du commerce. Et j'avoue que il y a eu quand même un dialogue qui s'est instauré et qui a pu permettre que les manifestations se passent C'est un moindre mal, quoi. C'est un moindre mal. Voilà. Et je les en remercie parce que c'est vrai que de ce point de vue-là, ils nous ont écoutés. D'accord. Bon, allez, on va parler maintenant du cœur du sujet, là, qui est de l'objet de ce débat, donc la vacance commerciale avec la semaine dernière, la communication de ces chiffres. Alors, avant de parler dans le détail des chiffres, j'aimerais qu'on parle un peu de cette genèse de ce comptage partagé. Vous, Mme Gibert, même avant que vous soyez élue à la mairie, de par votre position au sein du collectif des commerçants, c'est quelque chose que vous demandiez, c'est ça, depuis un petit moment, quoi. Oui. Vous aviez procédé à vos propres comptages et vous vouliez quelque chose de plus collégial avec la municipalité. Donc, est-ce que vous êtes au moins satisfaite que ça a pu être mené à bien, quoi? Alors, c'est vrai qu'on est très satisfait que cette opération de comptage, je dirais concertée entre guillemets, ait pu se faire, parce que dans le cadre des élus d'opposition, nous l'avions demandé déjà depuis un petit moment. Depuis plusieurs mois, je dirais presque plusieurs années, elle avait été promise par notre maire il y a plus d'1 an. Il avait dit qu'on la ferait de façon concertée, donc elle a pu se faire et on s'en réjouit. Après, si je veux reprendre la genèse de cette affaire-là, la vacance commerciale, nous avions alerté la municipalité, déjà, un groupe de commerçants, juste au moment du début des travaux, là c'était 2017, pour dire attention, la fréquentation des commerces baisse, il va y avoir des gros travaux dans la ville, ça va générer des difficultés pour les commerçants. Donc nous demandons une prise en compte par le biais d'un effort sur le stationnement, nous demandions 1 heure de stationnement gratuit, pour que les commerçants ne soient pas trop pénalisés par ces travaux. On a eu quelques échanges avec la municipalité et pour finir, la municipalité de l'époque n'étant pas, moi j'étais pas élu à cette époque-là, n'étant pas d'accord, le collectif des habitants a décidé de faire le calcul de cette vacance commerciale. Nous avons fait appel à un huissier. Oui, on s'en souvient, on en avait rendu compte dans nos colonnes à l'époque. Voilà, donc c'est un constat d'huissier qui a défini avec nous un périmètre, il a comptabilisé toutes les cellules et une fois par an, à date à peu près fixe, en début d'année, après l'hiver, après les soldes, pas pendant la période estivale parce qu'il y a des boutiques éphémères, nous comptabilisons cette vacance commerciale qui fait l'objet d'un tableau. Qu'on a pu lire. D'un tableau, 14 rues principales. Sur votre page Facebook il y a quelques jours. Et chaque année, on établit la vacance commerciale. Et cette vacance commerciale, depuis 2017, elle a toujours été contestée par la municipalité. Et donc, là, on va parler des derniers chiffres. On ne va pas revenir, on ne va pas refaire l'histoire. On va parler des derniers chiffres. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était si vous étiez satisfaite de ce comptage. Donc, j'ai compris qu'en effet, il venait de loin et que le processus concerté avait pu enfin aboutir. Monsieur Chenevière, comment vous avez procédé justement pour mettre en place ce comptage que vous avez mis du temps à mener à bien, mais bon, il a été fait. Donc, comment vous avez procédé avec l'opposition, avec les associations de commerçants? Comment vous avez fait? Le principe est simple parce qu'on n'a rien à cacher. Et on était là pour partager, c'était la commande du maire, un diagnostic partagé de la vacance commerciale. Donc c'est très simple, on a pris les 800 cellules, les presque 800 cellules du centre-ville, donc les 800 cellules commerciales qui sont dans le centre, et puis on a fait le tour avec à la fois le service commerce, et je remercie l'équipe d'ailleurs qui s'est mobilisée parce que c'est un travail conséquent, et puis les élus d'opposition. Et vous y étiez? J'étais présente, tout à fait. Et donc on a relevé cellule par cellule, rue par rue, si c'était vide ou si c'était plein. Et pour savoir si une cellule est pleine, on avait partagé 2 règles. C'est que, si la cellule est pleine et qu'il y a une activité commerciale, évidemment, on la compte comme pleine. Et si elle est vide et qu'il y a une déclaration de travaux d'un gestionnaire, c'est-à-dire un porteur de projet ou une enseigne,
on le compte également plein, puisqu'on sait que dans les 2 ou 3 mois, 4 mois, il y aura un magasin, puisqu'on a une déclaration auprès du service urbanisme. D'accord, ça c'est intéressant. Vous étiez au courant de cette méthodologie que quand une cellule était vide, mais qu'il existait une déclaration qui pouvait permettre la naissance d'un commerce ou d'une activité à court terme, c'était pris en compte comme cellule pleine, quoi. Oui, le périmètre et la méthodologie nous ont été signifiés au moment du pointage. C'est-à-dire que le périmètre défini par la municipalité, on n'a pas pu en discuter et il est discutable, donc on n'est pas d'accord sur ce périmètre. Oui. Et la méthodologie nous a paru assez floue. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fin de comptage, le jeudi, j'étais présente à ce comptage avec Jérôme Marbeau, nous avons demandé le listing complet des rues pour vérifier tout ça, regarder tout ça de près, et surtout la méthode appliquée, parce que des méthodes, il y en a beaucoup. Nous, pour le collectif, nous appliquons la méthode Procos, qui est un organisme national au même titre que l'INSEE pour le comptage de la population. Nous appliquons des méthodes Procos qui sont reconnues. Le Procos est un organisme reconnu pour le calcul de la vacance commerciale. Alors, donc vous parlez du périmètre, vous n'êtes pas d'accord avec le périmètre qui a été retenu. Alors, c'est-à-dire quelle rue il aurait fallu inclure et quelle rue il aurait fallu enlever? Nous, on n'est pas d'accord sur le périmètre, mais moi j'ai relevé dans la République des Pyrénées, d'ailleurs, en 2018. Merci. Merci de nous citer. Monsieur Bayrou lui-même, qui déclare « Le centre-ville est un quadrilatère, a le place Gramont, Château, place Royale, Clémenceau. » Et le maire intègre dans ce périmètre la rue Carnot. Ça, c'est sa définition du centre-ville. Pour le calcul de la vacance, Gramont n'y était pas, Bordenave-d'Aber n'y était pas. Il intègre tout le quartier du Château, qui pour nous est un quartier plutôt touristique, festif, mais ce n'est pas un quartier commerçant. Il y a quand même des commerçants. Surtout des restaurateurs. D'ailleurs, le Procos... Et des commerçants de souvenirs et des antiquaires. Bien sûr. Oui, c'est tout à fait. Au même titre que vous, au Gantelet-du-Roi. Enfin bon, j'aurai l'occasion de répondre. Oui, bon, disons qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et surtout, il dit la rue Carnot intègre ce périmètre de centre-ville. Et la rue Carnot n'était pas dans le périmètre choisi par la municipalité. Donc, nous avons au niveau du collectif un périmètre plus réduit, très représentatif de l'activité du centre-ville, parce qu'il y a 14 rues. On arrive à comptabiliser 500 commerces sur 619 qu'en compte. Vous cherchez sur Google commerce à Pau, vous trouvez 619. Je ne sais pas comment vous arrivez à 800 cellules. Nous, on a 619 commerces à Pau. Et donc, nos 14 rues représentent 500 commerces. Et on estime que c'est quand même très représentatif de l'activité commerciale du centre-ville. Bon, alors sur le périmètre, comment il a été déjà, je vais vous répondre aussi sur le comptage. J'aurais su que le collectif publiait des chiffres, parce que le tableau que vous montriez, il a été publié avant la deuxième séance de comptage. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait fini le comptage, Madame Giberg, vous avez diffusé votre propre comptage. Franchement, je l'aurais su. Ça m'a mis très en colère par rapport notamment au service. J'aurais su que vous diffusiez à l'avance des résultats d'un tour qu'on n'avait pas terminé. Je n'aurais pas fait la deuxième séance de comptage parce qu'on a perdu notre temps. Si on n'était pas d'accord sur la manière de faire et la manière de compter, c'était pas la peine de faire la deuxième. Et moi, j'ai vraiment été choqué qu'à 8h du matin, alors qu'on démarrait notre comptage à 10h, vous publiez vos chiffres à vous sur l'ensemble du secteur. Bon, je passe là-dessus, mais... Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en amont que vous concertiez mieux pour définir un cahier des charges? Franchement, la règle, elle est simplissime. C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a rien à cacher. Il y a des cellules qu'on compte sur un périmètre. Alors, on a pris un périmètre plus large que celui du collectif. Bon, j'ai la carte, là. Dans le périmètre du collectif, il n'y avait pas les halles. Bon, les halles, c'est un cœur commerçant, évidemment, et toutes les rues qui sont autour des halles sont un cœur commerçant. Il n'y avait pas le château. Le château, effectivement, il y a des restaurateurs, mais c'est des commerçants en tant que tels. Il n'y avait pas le boulevard des Pyrénées. Il y avait... Donc voilà, je peux vous montrer la carte. Vous avez en vert, le périmètre que nous avons réalisé, que nous avons fait ensemble. Nous avons parcouru ensemble avec l'opposition. Et puis, vous avez en orange le périmètre, je ne sais pas si on le voit à l'écran,
mais le périmètre du collectif. Oui, Donc, on va pas bien le voir à l'écran, mais bon. En tout cas, pour résumer, on a pris un périmètre plus large oui, non, mais on le voit bien que ce qui quand on était regarde la carte, prévu initialement. C'est vrai que le vôtre est quand même un peu plus restreint quand même, votre centre-ville. Notre centre-ville est plus restreint, mais en même temps plus significatif. Parce que comme je vous le dis, le quartier du Château, par le Procos, le périmètre Procos, n'est pas considéré comme un quartier commerçant. Et pour les Halles, nous avons commencé notre vacances commerciales depuis 2017, donc nous en sommes à 5 ou 6 pointages. Les Halles, à l'époque, étaient en travaux, donc effectivement, nous ne l'avions pas intégré. Autre raison pour laquelle nous avions concentré effectivement notre périmètre, c'est que nous avions fait appel à un huissier. Et donc, c'est une collecte auprès des commerçants qui avait permis de financer cet huissier. Donc, effectivement, il fallait que nous soyons très concis, puisque l'huissier a répertorié tous les commerces du périmètre. Bon, et c'est donc cette différence de conception du périmètre du cœur commerçant de Pau qui explique que les taux de vacances diffèrent selon qu'on parle avec l'un ou avec l'autre. Alors, il y a plusieurs raisons. Effectivement, il eût été plus judicieux quand même et plus, je dirais, honnête quand on fait une concertation de se mettre d'accord en amont sur le périmètre. Vous le saurez pour l'an prochain. Voilà, j'espère. Aussi, l'an prochain, vous réunissez tout le monde en amont, vous définissez le cahier des charges. Tout à fait. À la limite, vous nous invitez, comme ça on fait un article en amont. Et puis, on peut même prendre le rendez-vous, pas de problème. Nous, prendre le rendez-vous. Franchement, on pensait faire plaisir à l'opposition. C'est franchement... Parce qu'on a pris un périmètre plus large. Donc, on prenait le risque, si on était manipulateur, ce qui n'est pas le cas, on prenait le risque, en élargissant le périmètre, de forcément augmenter la vacance. Donc, on a joué vraiment carte sur table en prenant le périmètre le plus large avec la règle la plus simple, c'est-à-dire c'est vide, eh ben, on compte vide, sauf s'il y a une déclaration de travaux. Alors, sur le périmètre, vous prenez un périmètre plus large, vous intégrez un quartier qui n'est pas réputé pour être un quartier commerçant, même le Procos ne le prend pas. On va le dire aux restaurateurs du château. Oui, non, mais ils peuvent le comprendre, tout à fait. Et vous n'intégrez pas la rue Carnot, où c'est un désert commercial d'une tristesse épouvantable. Donc, voilà, c'est cette définition qui est un peu floue, encore une fois, je vous le dis, pour la concertation, pour établir un constat partagé, il aurait été plus judicieux de se mettre d'accord en amont sur le périmètre et la méthode. Alors, pourquoi on arrive à un résultat différent ? Effectivement, il y a le périmètre. Vous êtes à 15% et vous à 10%. Oui. Je résume. Oui, mais ça fait longtemps que nous ne sommes pas d'accord, effectivement. Et là, pour être d'accord, il y avait le périmètre et la méthode. Et la méthode, moi je m'excuse, Monsieur Chenevière, j'ai toujours pas compris la méthode. Nous attendons d'ailleurs votre réponse sur le sujet. Jérôme Marbeau vous a demandé quelle était la méthode que vous utilisiez. Parce que lorsqu'on est devant les Galeries Lafayette et que vous me dites Galerie Lafayette occupée, je suis désolé, les bras m'en tombent. J'étais d'ailleurs assez stupéfaite. J'ai dit, mais attendez... Si vous êtes honnête, Madame Giberg, est-ce que je ne doute pas, vous allez noter qu'on a accepté toutes vos demandes de modification, qu'on a fait le tour. Et je crois que je l'ai fait de bon cœur parce que je tenais à ce qu'on trouve un compromis. Donc j'ai accepté toutes vos remontrances. Donc sur les Galeries Lafayette, où il y a un permis de construire, on l'avait mis comme occupé. Vous nous avez fait la remarque, on a dit, et qu'effectivement, on peut se poser la question, on l'a retiré du comptage, à votre demande. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, on a accepté nombre de vos éléments d'appréciation en discutant, parce qu'on est ouvert au dialogue avec l'équipe commerce. Et à chaque fois que vous nous avez sollicité, ou qu'on avait des interrogations, ou que vous aviez des interrogations, ou on a vérifié, je pense à l'hôtel de la rue Valérie-Meunier qui était vide, parce qu'il y avait eu un décès, donc il était vide parce que c'était... Voilà. Donc on a vérifié, et à chaque fois, on a essayé de répondre, souvent, la plupart du temps, positivement à vos réclamations là-dessus. Donc franchement, on a été très transparent sur cet exercice, parce que, je le redis, on n'a rien à cacher. Le centre-ville va bien, moi en tant qu'élu, je m'en réjouis. Le centre-ville va mal, on adapte nos politiques publiques pour faire que ça aille mieux. Mais voilà, nous, on est très pragmatiques. On a bien compris, n'empêche que le hiatus, il vient, qu'il y a eu une discussion peut-être pas assez dense en amont entre les deux camps. Hein. Il n'y a pas eu de discussion en amont. Donc, c'est pas les deux camps, c'est que
on doit se mettre d'accord sur le thermomètre. Et le thermomètre, en ce moment, tant mieux, et je pense qu'on peut s'en réjouir collectivement. Et je touche du bois pour le moment, c'est le cas. Ça se passe bien. Bon, on va pas passer tout le débat sur la vacance. On va en rebond quand même de ce sujet. Le tissu commercial du centre-ville va mieux. Va un peu mieux pour vous. Comment continuer à essayer de le dynamiser? Comment continuer, parce que même s'il y a 10% de vacances, ça fait quand même 10%, c'est-à-dire que même ça fait 1 sur 10, une cellule sur 10 très vite. Comment continuer à dynamiser ce tissu commercial? Et donc, M. Chenevière, à la mairie ou à l'agglomération, quels moyens vous mettez en œuvre pour attirer de nouveaux commerces? Alors, on a plusieurs cordes à notre arc pour réaliser ce travail. Il y a le travail de fond qui paye, qui est embellissement, propreté, sécurité, plan façade, animation. Travail sur l'urbanisme. Ouais. Donc ça, c'est tout le travail de fond, qui permet aussi aux gens de vouloir venir se balader en centre-ville et puis consommer. Il y a le travail du service commerce. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La prospection, c'est ça. Prospection, donc on participe à des salons à Paris régulièrement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir les enseignes et on leur dit, voilà, les atouts de Pau, qu'est-ce qui se passe? On rappelle aussi les sondages qui sont bons. Je vous rappelle qu'on a été la 3e ville moyenne française à le mieux résister à la crise du Covid. Donc on a des arguments en poche pour aller séduire les enseignes. Je vois que vous avez une liste. J'ai en effet repris ce document alors, qui est très fourni, et donc on note qu'il n'y a que des franchises dessus. Donc est-ce que la prospection, le risque ou le mauvais côté de la prospection, c'est pas de se retrouver avec des centres-villes aseptisés, avec uniquement des franchises et pas assez de commerce indépendant, quoi? Est-ce que ça serait pas le revers de la médaille? Justement, je pense qu'il faut de tout. C'est-à-dire qu'il faut des indépendants dans le centre-ville, et on en a beaucoup, et ils misent sur le centre-ville, ils investissent sur le centre-ville, et je les en remercie. Mais ils ne sont pas sur votre document? Non, parce qu'on a eu en 2021 60 ouvertures de commerce. 60, d'accord. Et le solde de net est de 30. C'est-à-dire qu'il y a eu 30... magasins qui ont fermé, et il y en a 60 qui ont ouvert, donc on a un plus 30. Donc on ne pouvait pas, sur une planche comme ça, on pouvait aurait pu mettre 1 ou 2 indépendants, là. Mais en tout cas, on a cette grande chance dans le centre-ville d'avoir des indépendants et des enseignes. Ce qui fait que les enseignes sont des grosses machines qui attirent du flux, et puis aussi les clients qui veulent des produits spécifiques, de qualité, faits en circuit court, entre guillemets, viennent en centre-ville parce qu'ils savent qu'il y a une offre indépendante importante qui nous a permis en plus de bien supporter la crise. Parce qu'on sait qu'il y a des enseignes qui ont beaucoup souffert. Comme Comptoir des Cotonniers, Camailleux, qui ont fermé, des grandes chaînes qui sont des franchises. Au niveau national, et là, on sait que Bershka va fermer prochainement. Madame Giberg, vous, en tant qu'élu d'opposition, vous avez entendu les arguments de M. Chenevière, 2 leviers, donc embellissement centre-ville avec des travaux, enfin des façades, tout ça. Alors, je n'avais pas fini, mais j'ai d'autres Non, mais bon, on va laisser parler Mme Giberg. Et travail de prospection, vous est-ce que ça vous semble suffisant? Que préconiseriez-vous si vous étiez en opposition? Si vous étiez adjointe au commerce, par exemple? Alors, donc, sur l'urbanisme, je vais faire quelques remarques quand même, parce qu'on a l'impression que ça se fait par petits bouts, un peu, passez-moi l'expression à l'arrache. On a vu tout à l'heure, j'y pense, parce qu'on avait la photo de la rue Serviès, cette belle rue commerçante. On a fait un revêtement qui est un peu surprenant dans le centre-ville, qui n'est pas très qualitatif. C'est du low cost. Oui, c'est un peu peut-être la méthode low cost de la municipalité, parce que j'y reviendrai tout à l'heure. C'est vrai qu'on va aussi s'installer. Dire ça, c'est quand même invraisemblable. On va s'installer des commerces qui sont effectivement un petit peu inquiétants pour le commerce d'une façon générale. Donc sur l'urbanisme, moi qui suis habitant du centre-ville et je travaille en centre-ville, donc je connais très bien le centre-ville. Pour faire des campagnes régulières, il y a encore malheureusement beaucoup de trottoirs qui sont pas en bon état.
Et vous préféreriez, par exemple, plutôt que ces travaux que vous dites par petits bouts, un espèce de grand plan Marshall du centre-ville qui gêne... Oui, mais alors tout à l'heure, vous me disiez que le collectif des commerçants aussi s'était créé parce qu'il y avait des travaux qui pesaient sur l'activité. Donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? On peut faire un plan général et appliquer après une méthode en concertation avec les commerçants, dire voilà, on fait ce quartier en harmonie. Moi, je me souviens de la rue des Cordeliers qui a été faite après la piétonisation, et c'est vrai que c'était une rue qui n'était pas très attrayante, qui s'est bien améliorée. Bon, on a la rue Barthou, il y a une réunion ce soir sur la rue Barthou. J'ai une question après sur la rue Barthou. C'est vrai que franchement, cette rue qui est une des rues premium du centre-ville, hein, avec des enseignes quand même très qualitatives, vous ne pouvez pas marcher sur les trottoirs, vous devez calculer avant de passer, s'il pleut, de façon à ne pas être éclaboussé, vous devez vraiment tout paramétrer avant de prendre cette rue. Je pense que M. Chenevière pourra nous parler un peu du projet de la rue Louis Barthou tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je laisse finir Mme Gilbert. Donc, en effet, les travaux. Et alors, sur le volet prospection. Alors, sur le volet prospection, objectivement, je pense que si on avait déjà accepté ce niveau de vacances commerciales que nous avions déjà depuis des années très élevé, on aurait pu attirer déjà depuis des années de belles enseignes. On a des enseignes qui ont quitté le centre-ville, comme H&M, en disant qu'il n'y avait plus de flux dans le centre-ville. On a des succursales qui ont quitté notre centre-ville. Les succursales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enseignes qui dépendent directement de la maison mère. Donc, c'est sécurisant pour le commerce. On a Camailleux, c'est une succursale. On a Comptoir des Cotonniers, succursale. Nocibé, succursale, qui a quitté le centre-ville. Un jour ailleurs, succursale, qui a quitté le centre-ville. Ben Simon, succursale, qui a quitté le centre-ville. Et des indépendants, puisqu'on parle du rapport entre les franchises et les indépendants, et des boutiques emblématiques du centre-ville qui ont fermé. Oui. On a récemment Sparbé qui a fermé, mis la clé sous la porte, hein, c'est-à-dire on a des clients qui se cognent la tête dessus parce qu'ils disent mais enfin ils sont où? Ils ont fermé définitivement. Oui. On a Galos qui a disparu, hein, ça c'est un local commercial qui a disparu, qui a été absorbé par le Roncevaux. Oui. Voilà, on a Josua, on a des enseignes emblématiques qui ont quitté le centre-ville. Oui, non, mais ça j'entends, et on s'en fait l'écho régulièrement quand des commerces partent, et comme on s'est fait l'écho récemment du commerce de Berchka, parce qu'on parle des commerces qui ouvrent et des commerces qui ferment, hein, contrairement, même si certains disent qu'on parle que des commerces qui ferment, on parle aussi des commerces qui ouvrent. Oui, tout à fait. Voilà. Donc vous avez fait un peu le listing, hein, des commerces qui ont disparu. Juste, Monsieur Chenevière voulait répondre. Mais oui, parce que franchement, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est la catastrophe. Or, la vacance commerciale a reculé. Vous annonciez avant le décompte qu'on a fait 20%. Vous annoncez maintenant 15%, donc ça veut dire que ça c'est, selon vos chiffres, ça s'est vachement amélioré. Oui. Et nous, on est à 10%, donc avec des règles qui sont, comme je l'ai expliqué, compréhensibles. Donc le centre-ville, moi, il faut arrêter de faire peur aux gens. Le centre-ville, il vit. Alors il y a des créations, il y a des disparitions de commerce, mais là, c'est positif. On est dans une dynamique positive. Alors je ne vais pas refaire, moi, la liste de tout ce qui a ouvert, mais il y a des très belles enseignes qui ont ouvert, il y a des très beaux magasins qui ont ouvert, il y a beaucoup de très bons restaurateurs qui se sont installés sur la place paloise, et c'est devenu un endroit où on trouve de très bons restaurants. D'ailleurs, on a des idées pour imaginer des événements peut-être autour de ces questions-là. Je pense qu'il faut arrêter justement, lorsqu'on va en prospection, ce qui nous fait mal, c'est d'avoir des fake news sur le centre-ville et de dire que ça ne va pas. Et il faut qu'on joue collectif sur le centre-ville. Il y a des choses qui marchent bien, il faut le dire. Il y a des choses qui sont améliorées, évidemment. Mais on ne peut pas, comme vous le faites, dire que c'est low cost, par exemple, la rue Serviès. C'est pas low cost. Comment ? Bon, c'est pas low cost, la rue Serviès. Ah ben, j'espère. Et Cordeliers non plus. Il y a, en termes de revêtement, vous parliez. Oui, c'est le revêtement. En tout cas, on fait des investissements aussi qui sont en adéquation avec nos moyens. Et l'idée, c'est que ça refonctionne. Et la rue Serviès, on a refait ce revêtement qui a été rapide, qui n'a pas généré beaucoup de travaux et donc beaucoup de gêne pour les commerçants,
Résultat des courses, il y a une cellule vide rue Serviès. Alors, c'est Donc vrai, ça veut parce dire que ça marche. alors, juste pour vous dire, j'ai quand même vérifié moi-même les comptages et j'ai fait la rue Serviès un jour pour vérifier que les chiffres étaient bons. Parce que, On est d'accord sur la rue Serviès, sur la rue Serviès, qui est assez non, ouais. simple. Je me méfie des fois de la communication, des fois, un truc. Mais bon, j'ai quand même vérifié certaines rues. Quoi, voilà. Alors justement, on parlait de la rue Serviès, c'est-à-dire dans la rue Louis Barthou, vous allez faire la même chose que dans la rue Serviès, à peu près. Alors, le maire présentera les choses ce soir en réunion publique. Mais comme le débat sera diffusé samedi, vous pouvez en parler. Ah bon. Alors ça va. L'idée, c'est effectivement d'harmoniser et de faire en sorte que cette rue revive. Ça a été une grande rue commerçante de la ville de Pau. Elle a été abandonnée pendant des années. On s'est concentré, nous, sur différents points. On s'attaque maintenant, et on le fait par étapes, parce que on ne peut pas faire tout d'un coup, on ne peut pas bloquer le centre-ville tout d'un coup, surtout que c'est une artère très passante, la rue Barthou. C'est quand même 5000 voitures jour, donc tout ceci devait être bien pensé. Mais l'idée, effectivement, c'est d'élargir les trottoirs et de faire en sorte que... Parce que là, vous avez diffusé un visuel, on a l'impression qu'il n'y a plus de trottoirs. Il n'y a plus de trottoirs, d'après ce que vous avez diffusé. Alors, ça sera débattu... Où sont passés les trottoirs? Ça sera débattu, mais dans les options, il y a l'effacement des trottoirs, comme ça peut être le cas sur Joffre, par exemple, pour effectivement donner envie aux gens de se balader, et de déambuler et de profiter des commerces. D'accord. Madame Giberg, donc le projet là qui semble se préciser rue Barthou, vous en pensez quoi? Cette espèce de pacification, disons, de la circulation qui devrait être mise en place. J'espère que ça vous plaît. Oui, parce que vu l'état de la rue, effectivement, il était urgentissime de faire quelque chose. Bravo. Bon, ça, écoutez, c'est positif. Merci. Je transmettrai au maire. Voilà. Mais cependant, j'espère qu'on pourra avoir un dialogue ce soir et qu'il y ait peut-être d'autres propositions de concertation avec les commerçants, les élus qui seront là. Moi, je serai présente. Parce que, effectivement, cette rue, elle a nécessité de laisser passer les voitures, mais peut-être aurait-on pu envisager d'inverser le sens de circulation sur le boulevard des Pyrénées, afin de faire passer les voitures de l'autre côté et dans l'autre sens, donc inverser le sens, les voitures passent dans un sens, là elles passeraient dans l'autre, et faire en sorte que cette rue soit complètement pacifiée, avec peut-être une limitation, voire des bornes éventuellement, pour qu'elle soit encore plus pacifiée. Vous voyez, là je vais quand même dans un sens extrême. L'autre question, c'est de dire... Clairement, avoir une rue piétonne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors après, moi je connais pas on en parle là. Pour moi, c'est juste. Non, mais, est-ce que c'est un scénario inenvisageable? Après tout, la piétonisation, elle s'étend. Est-ce que c'est quelque chose d'inenvisageable qu'un jour la rue Barthou soit piétonne? Alors je fais confiance à nos services qui regardent ça de près. Et puis aussi sur le terrain, quand on se balade, la difficulté que nous avons avec la rue Barthou, c'est qu'elle donne accès à 2 parkings souterrains majeurs pour le centre-ville. Et il se trouve que le centre-ville... Clémenceau et Aragon. Oui, Clémenceau et Aragon. Et il se trouve que notre centre-ville, il est fait de telle manière qu'effectivement, les centres-villes, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes, sont vraiment en plein milieu du centre-ville. Donc c'est un vrai souci d'accès. Donc... Mais je pense que... Est-ce que ce n'est pas le sens de l'histoire, d'avoir plus de rues piétonnes, d'étendre la zone piétonne pour... Aujourd'hui, les gens, ils veulent flâner, ils veulent se promener en sécurité, ils veulent que leurs enfants puissent aller en ville sans risquer de se faire renverser. Donc est-ce que la piétonisation grignote des rues adjacentes de l'hypercentre, est-ce que ce n'est pas vraiment le sens de l'histoire? Madame Gibert, vous en pensez quoi de ça? Oui, moi je pense effectivement que ça va dans le sens de l'histoire. Mais attention, là encore, il faut bien réfléchir en amont. La piétonisation nécessite toute une organisation et toute une éducation de notre clientèle et des nouvelles habitudes à prendre. Effectivement, on a des statistiques qui montrent que quelqu'un à vélo va venir plus souvent et consommer plus facilement que quelqu'un en voiture. Enfin, on a des chiffres précis maintenant sur ce sujet, mais ça nécessite une réflexion de façon à ce que effectivement on puisse avoir un centre-ville pacifié, agréable, mais que les clients qui viennent puissent se garer, se stationner dans des parkings relais de périphérie. On a des parkings relais. Il y a des parkings relais à Pau. Désespérément vides. Oui.
Hein? Donc, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais c'est quand même un problème lié à l'accès au centre-ville. Voilà. Et j'aimerais revenir sur ce que dit Thibaut Chenevière. Effectivement, on a la particularité, la chance, c'est ce qui existe, c'est le constat, d'avoir le parking Clémenceau et Aragon en centre-ville, en hyper-centre-ville. Donc, vous parliez de l'axe Barthou qui donne accès à ces parkings, mais si on fait le sens de circulation dans l'autre sens sur le boulevard des Pyrénées, on accède aussi à Aragon et Clémenceau. Je vois mal remettre un flux énorme sur le boulevard des Pyrénées, alors qu'on veut que ça soit l'endroit de flânerie par excellence pour profiter des Pyrénées, pour que les familles se baladent, pour qu'on puisse faire du vélo, du roller, enfin toutes les mobilités douces. Et j'ajoute que Barthou, c'est une étape supplémentaire dans cette pacification du centre-ville, parce qu'on a déjà pas mal d'axes qui sont pacifiés. On multiplie les pistes cyclables, ainsi de suite. Je pense à la rue Carnot qui a été mise en sens unique. Avec qui Et alors pourquoi juste la rue Carnot, là, le bas de la rue Carnot, devant le complexe de la République, vous avez quand même, puisqu'on prend la piétonisation, il y a encore les voitures qui peuvent passer. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout et que ça soit complètement piéton? En fait, vous voyez, on fait par étapes, puisque effectivement, Carnot, on peut continuer à la prendre pour aller sur Émile Guichenet. Oui, bien sûr, mais bon, on peut arriver mais par contre, rue de la République, elle est devenue quasiment piétonne, puisqu'elle est en sens... Non, mais là, je me demandais si vous n'avez pas raté quelque chose en n'allant pas plus loin, en piétonisant complètement, en interdisant le flux des voitures, sauf peut-être les livreurs ou la police municipale. Mais louper quelque chose, non, mais je pense qu'on y va progressivement. On fait aussi, c'est de la dentelle, parce qu'il faut aussi permettre aux voitures de rentrer quand même en centre-ville, et que cette mutation, parce qu'effectivement, on est bien forcé d'imaginer que demain, le centre-ville fonctionnera différemment. Donc l'an prochain, vous revenez nous annoncer la piétonisation de la rue Carnot, la piétonisation de la rue Barthou et la piétonisation de la rue Henri IV, peut-être. Écoutez, en tout cas, on va dans ce sens-là. Le maire l'a annoncé. L'objectif, c'est la décarbonation, la neutralité carbone de la ville en 2040. Les projections étant en 2050 au niveau national. Donc on a un gros travail de repenser tous nos modes de fonctionnement, y compris voiture en centre-ville. Si je peux répondre, moi je suis en 2022 là, et pour répondre, j'insiste sur ce sans avoir réfléchi du tout à ce sujet, mais quand vous dites le boulevard des Pyrénées, on ne veut pas de flux énorme, je parle juste de changer de sens, hein, donc il n'y aura pas plus de voitures, simplement on change de sens. Bon, ça c'est un autre sujet. Pour revenir à la République, enfin au Halles, alors... moi, je constate, en tant que je n'ai pas de voiture, je circule à pied ou à vélo dans tout le centre-ville, et même à l'extérieur d'ailleurs. Franchement, je ne sais pas si vous avez testé la rue Carnot à vélo. Moi, franchement, il y a des travaux en plus en ce moment, mais ces bacs, je trouve ça excessivement dangereux. Il faut préciser que dans la rue Carnot, vous êtes à sens unique vélo, inversée par rapport à la circulation des voitures. Donc, vous avez les voitures qui arrivent en face. Je ne la prends plus. Elle est excessivement dangereuse, surtout avec les travaux. Et en plus, donc, quand vous êtes dans l'autre sens, puisque j'habite le quartier, donc je la prends régulièrement, quand vous êtes dans l'autre sens, dans le sens des véhicules, et que donc, puisque la piste cyclable est à piste unique en remontant, vous êtes dans la circulation des véhicules quand vous êtes dans l'autre sens. Et là, vous avez régulièrement, je parlais d'éducation des voitures tout à l'heure, vous avez régulièrement une voiture derrière qui vous klaxonne du style « ma petite dame, vous vous mettez de l'autre côté ». Alors bon, il y a vraiment des messages à faire passer. Donc, les pistes cyclables, certes, mais il faut qu'elles soient sécurisées. Parce que franchement, cette rue Carnot, pour les vélos, je la trouve excessivement dangereuse. Et je rajoute que la rue Carnot, donc, qui se prolonge aux Halles, devant les Halles. Oui. Je ne sais pas, Thibaut, si vous avez essayé de la prendre à vélo. Moi, j'y renonce. Je passe. Alors, je ne sais pas où il faut passer. Je zigzague entre les bacs parce que vous ne croisez pas un vélo et une voiture. Donc, les voitures sont ennuyées. Attention aux tables d'échecs. Oui, c'est un vrai labyrinthe. Alors, c'est charmant, c'est bucolique. On nous a mis des arbres. Mais franchement, à vélo, j'ai toujours pas compris. Donc, je vous invite, ainsi que monsieur le maire. Vous êtes deux cyclistes, alors vous allez pouvoir échanger vos... Écoutez, moi, je prends aussi... je suis toujours en vélo ou à pied et je prends ces axes-là. Après, il faut aussi que les cyclistes eux-mêmes soient... respectueux entre eux.
C'est-à-dire que cette voie cyclable, on peut la prendre dans les deux sens, mais il faut évidemment pas rouler à... Je ne dis pas que vous roulez à 30 km/h en vélo, mais... Non, j'en suis loin. Vous avez un vélo électrique? Non, Ah, bon, je pédale, moi, monsieur. Ah, bon, Il faut s'entendre un peu aussi entre cyclistes pour... voilà, il y a de la place pour passer à deux. Et sur la rue Carnot, la partie que vous parlez, moi je l'ai prise encore hier ou avant-hier et ça passe. Mais ça nécessite par contre une éducation des automobilistes, bien sûr, et des cyclistes pour partager l'espace public. C'est tout l'enjeu d'un centre-ville apaisé. Alors écoutez, on va passer, parce qu'on est déjà à 40 minutes de débat. Hein, donc, Ah oui, voilà, donc, on s'ennuie pas avec Vous vous. nous aviez annoncé 2 heures, donc on est pas mal. Non, mais... Ben voilà, moi j'étais parti pour 2 heures. On va quand même là, passer à 2 sujets, pour terminer, hein, c'est le dernier chapitre, hein, 2 sujets quand même qui sont préoccupants pour le centre-ville de Pau. Premier sujet, les Galeries Lafayette. Alors, ça a brûlé en 2016. On est en 2022, donc ça fait 6 ans. On a l'impression que ce dossier connaît des atermoiements, des rebondissements. Donc là, on sait que le dernier épisode, c'était le rachat du fonds de commerce et des murs aux galeries par un groupe qui s'appelle la Financière Bordelaise, qui a obtenu, vous l'avez peut-être lu dans nos colonnes, l'autorisation de la concurrence pour procéder à ce rachat. On a essayé de se renseigner, mais bon, il ne donne pas trop d'informations. Donc, Monsieur Chenevière, est-ce que vous pouvez nous dire quel niveau d'information vous avez par rapport à la reprise des galeries et si le chantier pourrait débuter en 2022, tout simplement? Alors, le sujet suivi par le maire en direct, parce que c'est un sujet évidemment prioritaire pour le centre-ville. Il vous tient un peu au courant, peut-être, quand même. Bien sûr, mais je voulais signaler par ce point-là que c'est un sujet pour lui prioritaire, vraiment. Parce qu'évidemment, c'est une locomotive du centre-ville et on a besoin de récupérer ce moteur-là. Il y a 4 moteurs dans le centre-ville. Hein. On parlera peut-être du Palais des Pyrénées. Palais des Pyrénées, Galerie Lafayette, Halles et Centre Bosquet. Et on a besoin de ce moteur-là. Les choses avancent correctement. On sait que le dossier a été bloqué puis quasiment annulé avec la crise de Covid, hein, puisque juste avant le premier confinement, on devait démarrer les travaux. Il y avait l'architecte, enfin tout était prévu, tout ça s'est arrêté. Le groupe Lafayette a beaucoup souffert, bon je ne reviens pas sur tous ces éléments. Aujourd'hui, on a le groupe Hermione, effectivement, qui souhaite racheter les bâtiments et y réinsérer les Galeries Lafayette. Donc on est sur une organisation, une projection qui est positive pour le centre-ville. Ensuite, je sais que le maire est très attentif sur le calendrier, parce que comme vous le disiez, ça date quand même d'un moment maintenant. Oui. Il est impératif, et c'est pour ça que le maire appuie fortement sur le dossier, pour que ça puisse se faire dans les meilleurs délais, c'est-à-dire que ça puisse démarrer très vite. Très vite. Très Je vite. sais qu'il y aura 2 ans de travaux. Donc ça, on ne peut pas Oui, y c'est échapper. pour ça Donc, qu'il faut même que... si ça démarre en 2022, ça veut dire qu'au mieux, on est en 2024. Ouais. Et alors, est-ce que l'option que la mairie ou l'agglo rachète les murs pour y loger à nouveau les galeries, ça, c'est définitivement écarté, cette option? Celle qui avait été envisagée avant le rachat de la Financière Bordelaise. Je crois que le maire n'exclut rien, c'est-à-dire que pour lui, ce qui est très important, c'est que ça réouvre commercialement dans les meilleurs délais. Si les solutions qui sont proposées à l'heure actuelle ne vont pas assez vite, je pense qu'il prendra ses responsabilités. Donc rien Mais tout est en ouvert. tout cas, aujourd'hui, on est en discussion avec Hermione, mais il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Madame Gibert, vous regardez comment ce dossier des galeries? Vous n'avez pas le même niveau d'information que M. Chenevière, puisque vous n'êtes pas dans le secret des tractations, mais c'est quelque chose qui est attendu, ce retour des galeries à Clémenceau par les commerçants. Ben oui, comme vous le savez, moi je suis en face, donc effectivement, je le vois tous les jours. Ce bâtiment, ce magnifique bâtiment qui a été vraiment dévasté par cet incendie, c'est vrai que c'est triste, ça tombe mal, c'est une catastrophe pour le centre-ville. Donc on est quand même en 2022, hein, ça fait 6 ans que ce bâtiment qui s'est excessivement dégradé. Je suis ravi de voir cette photo là faite. Comment? C'est moi qui l'ai faite. Ah ben écoutez, elle me plaît beaucoup, mais si vous aviez mis la photo juste avant, parce que c'est quand même... on l'a aussi. Voilà, juste avant, cette amélioration s'est faite parce qu'on avait fait une publication, je pense que, en toute modestie, on a fait une publication sur la page du collectif où je me suis un peu énervé parce qu'un matin, je circulais à vélo comme d'habitude et je roule là et il y avait des débris de verre partout. Donc, on avait des espèces de barrières
ce bâtiment aux 4 vents, les vitres qui éclataient à chaque coup de vent, et le matin, on arrivait, on avait des bris de verre partout. Donc, j'ai fait une publication en disant, quand même, cette façade, pour la sécurité et pour l'esthétique, ça serait quand même bien, les galeries sont fermées, mais qu'on ait quand même quelque chose de plus esthétique. Et ensuite, ces panneaux ont été mis, je pense, par les Galeries Lafayette, enfin, j'en sais rien, c'est très bien. Ceci étant, je crois me souvenir que toujours, je suis une assidue de la République des Pyrénées. Vous aviez publié en 2018 une interview de Monsieur le maire qui nous annonçait l'ouverture des Galeries Lafayette pour 2020. Bon, on est en 2022. Alors avant de penser en 2030 ou 2040, moi j'aimerais quand même qu'on parle de l'actualité. Ces Galeries Lafayette sont la locomotive essentielle du centre-ville. On parlait d'indépendants et d'enseignes. Il faut un équilibre entre les indépendants et les enseignes. Vous citez Mulhouse. On est bien loin de Mulhouse. On n'en est pas encore là. Je ne me rappelle pas qu'il ait parlé de Mulhouse. Je ne pas parler de Mulhouse, mais j'en parlerai. Quand je dis vous, c'est une publication de la ville de Pau. Hein. Vous êtes le représentant de la ville de Pau au niveau du commerce. Mais la ville de Pau a publié récemment sur la vacance commerciale en disant qu'on était identique à Mulhouse pour la vacance commerciale. On en est bien loin. Nous, on reste à 15%, donc on en est encore très très loin. Et donc, effectivement, il faut un équilibre entre les indépendants et les enseignes. C'est en gros 3 quarts, 1 quart. Et il nous faut des enseignes et des locomotives. Les Galeries Lafayette, c'est le phare, la locomotive phare de notre centre-ville. Ce que je comprends, c'est que tout le monde est pressé de les voir revenir en centre-ville. Et dernière question, il y a le Palais des Pyrénées, hein, là c'est quand même pas la grande forme, hein, avec Bershka qui va fermer, il y a eu H&M, je ne veux pas faire tout l'historique, Orange, si je cherche je vais en trouver d'autres, mais a priori les locataires se plaignent de loyers assez élevés. Est-ce que vous n'êtes pas là évidemment la puissance qui gère tout ça, mais est-ce que vous pouvez intervenir auprès du bailleur, ou est-ce qu'il y a des contacts auprès du bailleur, qui est une filiale de la BNP, hein, si je m'abuse, pour qu'ils prennent conscience de ça, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Évidemment, je le rappelais peut-être dans vos colonnes, la situation du Palais des Pyrénées ne reflète absolument en rien la situation du centre-ville. Il y a une vraie dichotomie entre la vacance commerciale sur la promenade des Pyrénées et puis la vacance qu'on a relevée ensemble avec l'opposition et qui est à 10,7. Et c'est un vrai souci pour nous parce qu'effectivement, ça devrait être l'une des artères qui marche le mieux. Je note que toutes les autres artères autour, j'offre, il y a 3 ou 4 cellules vacantes, Serviez 1, Cordelier 4, donc tout est quasiment plein, sauf à cet endroit-là. Donc effectivement, nous on pense qu'il y a un problème de loyer. Les locaux ne sont pas très bien adaptés, semble-t-il, pour certaines enseignes parce que les étages sont bas de plafond. Et en tout cas, effectivement, on est en discussion. Il y a une nouvelle responsable de portefeuille à la BNP qui a été engagée pour remplacer la précédente. J'ai pu m'entretenir avec elle. Moi, je lui ai fait part de notre très forte questionnement sur cet axe-là, et je crois qu'elle l'a entendu. Je crois qu'elle aussi, elle a une obligation de résultat maintenant sur cet axe-là. Par ailleurs, le maire... Leur intérêt, c'est que ça soit rempli aussi, quoi. Donc, bien sûr, normalement, dans une vie normale, ou dans une ville normale, ou dans un business normal, effectivement, je ne vois pas pourquoi ça resterait vide. Surtout que c'est un emplacement premium. Le maire rencontrera aussi très prochainement la directrice générale de cette branche IMO de la BNP. BNP, Estate, IMO. Exactement, pour là aussi évoquer ce sujet, pour faire que nous travaillions beaucoup plus ensemble que cela a été. Moi, j'ai regretté depuis que je suis en responsabilité qu'il n'y ait pas plus d'échanges avec la BNP sur ces enjeux-là, parce qu'on est vraiment au cœur de ville. Bon, Madame Gibert. Et alors, Bershka, juste un élément sur Bershka. Il ne porte plus. Si, malheureusement. Mais je crois qu'il faut rappeler aussi que, comme Camailleux et comme d'autres, c'est des stratégies mondiales qui sont appliquées et que là-dessus, voilà, on est malheureusement indépendant. Madame Gibert, le Palais des Pyrénées, c'est une préoccupation aussi. La promenade des Pyrénées. Oui. C'est une promenade maintenant. Les vieux palois comme moi diront toujours le Palais des Pyrénées, mais bon.
La promenade des Pyrénées, c'est une catastrophe. Il y a une vacance commerciale, effectivement, ça se vide, ça se désertifie, c'est un gros problème. C'est une locomotive essentielle du centre-ville. Mais je reviens un petit peu en arrière pour H&M, par exemple, qui a quitté le centre-ville pour s'installer, pour servir de locomotive à l'extension de Carrefour. Qui d'ailleurs n'est pas une bonne affaire non plus, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais quand même, le développement de la périphérie, on pourrait en parler. H&M, quand ils ont quitté le centre-ville, ils ont dit qu'ils quittaient le centre-ville, non pas parce que les loyers étaient chers. D'ailleurs, je crois savoir qu'une délégation dont faisait partie peut-être monsieur le maire, au moins monsieur Brun, avait rencontré le directeur de H&M et avait proposé une aide pour les loyers. Et H&M a dit non, nous quittons le centre-ville parce qu'il n'y a plus de flux. Donc à un moment donné, les loyers, le prix des loyers, c'est pas l'essentiel. Il nous faut du flux. Et d'ailleurs, à ce sujet, je réitère ma demande. Je me suis fait dire que, puisque vous parlez de H&M, je me suis fait dire que ils regrettaient leur départ et qu'ils souhaitaient revenir en centre-ville. C'est peut-être ce que vous disiez aussi. C'est bien la preuve qu'il y a du flux. Oui, c'est une bonne information que vous nous livrez là. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je n'ai pas discuté avec eux, mais il y a un intérêt réel pour le centre-ville des grandes enseignes. D'accord. Et quand je discute à Paris avec les enseignes, je sens un intérêt, je sens que Pau est repositionné dans la carte des endroits où on a envie de développer des commerces. Oui, donc si je peux terminer. Allez-y. Effectivement, cette enseigne a quitté le centre-ville par manque de flux. Et je réitère, M. Chenevière, ma demande. À la demande du collectif des habitants et des commerçants de Pau, en 2018, il a été installé des compteurs de rue. Ces compteurs de rue permettent de mesurer les flux. Ils sont essentiels. Alors, il y a des chiffres qui sont sortis. Nous, on n'y a jamais eu accès. Les commerçants, on en a besoin. On en a besoin pourquoi ? Pour savoir quel est le flux journalier, horaire, afin d'adapter nos horaires d'ouverture. Si on dit, par exemple, entre midi et 2, il y a tel flux, et ça nous permet de dire, ça vaut le coup quand même de rester ouvert entre midi et 2. Certains jours, le lundi, on ne sait pas trop. On ouvre selon la saisonnalité. Donc, c'est des indicateurs essentiels. Ils ont été installés. Il y a des chiffres qui sortent. Ce serait quand même bien que les commerçants puissent avoir accès à ces indicateurs qui sont essentiels. Donc, alors, les commerçants ont déjà accès à ces chiffres. Il suffit d'en faire la demande au service commerce. Et pour votre magasin et pour votre rue, vous pouvez avoir ces chiffres. Ensuite, sur la globalité, c'est compliqué parce qu'il y a des questions aussi vis-à-vis des agents immobiliers, de la valorisation des biens, pour lesquels on ne peut pas diffuser l'ensemble des chiffres. Mais par contre, si vous nous demandez pour votre magasin, pour votre rue, le comptage, il n'y a pas de souci. Et on le fait déjà, on a déjà eu des demandes. Vous les remettez à jour régulièrement Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Et je note aussi ça parce que c'est un point aussi de développement, parce que vous parliez des techniques qu'on peut mettre en place pour le centre-ville. La question de la pause méridienne est un vrai sujet. La question de l'ouverture des commerces et du choix d'ouverture est un vrai sujet. Une étude récente montre que 30%, le Chaland utilise que 30% de la plage horaire d'ouverture des commerces. C'est-à-dire que sur 70% du temps, on ne voit pas forcément grand monde. Et ce n'est pas vraiment adapté ou c'est plus vraiment adapté au rythme des salariés, ainsi de suite. Donc c'est un sujet qu'on a commencé à évoquer dans les rendez-vous du commerce et qu'on va poursuivre parce que je pense qu'on a un travail en commun à faire avec l'ensemble des commerçants pas loin. Bon, mais écoutez, merci à tous les deux. On va terminer juste par une question subsidiaire à tous les deux, puisqu'on a parlé tout à l'heure des franchises et des commerces indépendants. Monsieur Chenevière, vous savez quelle est la rue du centre-ville qui a des commerces, qui a une vacance assez faible, mais où il n'y a aucune franchise? Taylor. Non, c'est pas elle. Madame Giberg. Joffre, je dirais. Non, c'est pas Joffre. C'est la rue Valérie Meunier. Oh oui, mais il doit y en avoir d'autres. Alors, je pense que Taylor est dedans. On ira vérifier. Non, mais quand vous parlez de franchise, il faut préciser, parce que justement, je parlais des succursales tout à l'heure. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des indépendants, c'est-à-dire des gens qui misent leur propre denier sur des commerces. Ce sont des indépendants qui investissent en franchise ou en multimarque. Donc effectivement, on a des enseignes
qui sont tenus par des indépendants quand même. Oui, Alors, oui, c'est mais peut-être bien la sûr, nuance à apporter. Bien sûr, mais franchise, on l'entend au sens de réseau national, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Merci à tous les deux. Donc, merci Monsieur Chenevière, merci Madame Merci Gilberg. de nous Donc, avoir reçus. un compte-rendu de ce débat sera également publié dans les colonnes de La République des Pyrénées ce lundi. Merci à tous. Merci à vous. Merci.